Bonjour à tous et bienvenue. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s'affronteront donc en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, une affiche que beaucoup de gens attendaient déjà en Ligue des Champions, d'autant plus avec l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid l'été dernier. Et on a presque l'impression qu'il s'agit d'une rivalité nouvelle, puisqu'on va le rappeler, en fait ce sont deux clubs qui ont toujours entretenu des relations très cordiales, voire même amicales. Dès la création du Paris Saint-Germain, je pense que vous êtes au courant, Santiago Bernabéu notamment avait eu une influence prépondérante. Et ensuite, les deux clubs ont toujours gardé, on va dire, d'excellents rapports, notamment depuis l'arrivée du Qatar à Paris, plus que ces derniers, entretiennent depuis très longtemps des relations professionnelles et de business avec ACS, un géant du BTP espagnol dirigé par Florentino Pérez. Outre les contrats, les tunnels, tours, centres commerciaux et même barrages, et tous ces liens avec d'autres entreprises, notamment électriques, en fait, on a eu le football comme axe commun entre le Qatar et Florentino Pérez, avec comme dénominateur le Real, voire notamment la cour qu'avait fait pendant des années le Qatar pour attirer Raoul, l'une des anciennes légendes de la Casablanca. Sauf qu'aujourd'hui, ces relations, elles ont évolué. Et on va dire qu'il y a même quelques tensions et qu'en fait, le football, quelque part, et tout ce qui peut se passer, peut avoir également un aspect dans le business, parce que comme vous allez le voir, ce n'est plus la lune de miel entre ACS et le Qatar, bien à l'inverse, mais plutôt entre la principale rivale d'ACS et le Qatar. Donc bienvenue dans ces relations alambiquées aujourd'hui entre le Real et le Paris Saint-Germain. Pour contextualiser, on va rappeler que Florentino Pérez est l'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Espagne. Évidemment, avec toutes les connexions politiques qu'il peut avoir et qu'il a bénéficié aussi grâce au Real, que ce soit en Espagne mais également à l'international, mais surtout par le groupe qu'il dirige, ACS. Pour que vous puissiez avoir une idée globale, ACS compte dans ses actionnaires BlackRock, vous savez, cette pieuvre géante de la finance internationale, oui, fait partie des actionnaires minoritaires d'ACS. Et l'Espagne, c'est comme n'importe quel autre pays, ses plus grandes sociétés, ses plus grands hommes d'affaires sont évidemment choyés, ont évidemment des contacts politiques, et quelque part, ça a été un petit peu à un moment donné, on ne va pas dire le bras armé, mais toutes les grandes entreprises, c'est pareil, rappelez-vous, voir les Bolloré, etc., en Afrique pour la France et tout, pareil, ça a été un peu, ça a accompagné notamment la diplomatie espagnole, principalement dans le Golfe. Pourquoi je dis ça ? C'est que la famille royale, comme vous le savez, a énormément de liens, que ce soit en Arabie Saoudite, voire à l'époque les constructions notamment du métro et toutes les polémiques qui s'en sont suivies ces dernières années, et également aux Émirats Arabes Unis. Florentino Pérez, en fait, il rentre dans cette dynamique-là, quelque part, dans ce lien, on va dire, espagnol, de la diplomatie espagnole à travers son groupe et aussi quelque part à travers le Real, puisqu'en fait, il va cultiver des liens très importants dans les pays du Golfe depuis une vingtaine d'années déjà. Et le Real, en fait, va faire pareil. Sauf que, à ce moment-là, on a le Qatar, donc qui reste, on va dire, assez méconnu, on est autour des années 2000. Et pour vous montrer ces liens Espagne-Qatar importants, je le répète souvent, mais Al Jazeera Sport, le premier gros contrat qu'il récupère de droit TV, c'est la Liga pour le monde arabe. On est en 2003. Et je tiens encore à rappeler que le Barça, le Real, ça fait rêver énormément de gens dans les pays du Golfe. C'est pour ça que, notamment au Qatar, on avait les frères de la famille royale. C'est-à-dire que l'actuel émir Tamim, je rappelle, c'était pas lui le prince héritier. À la base, c'était son frère aîné, Jassim. Mais chacun, globalement, avait son club de foot, avait, voilà, on va ramener telle personne et tout. Et l'idée, le reste, c'était évidemment de ramener les Galactiques et tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe des années après ? Après une cour effrénée, on a Raoul, ancienne légende madrilène, qui va finalement jouer à Al Sadd, le club le plus titré du Qatar. Donc on comprend ces liens football, comment aussi l'Espagne s'est servie de son foot, et notamment de ses grands clubs, le Barça et le Real, de ses coachs, etc., pour gagner en influence à travers le monde, notamment au Moyen-Orient. Donc pour revenir vis-à-vis de Florentino Pérez, il cultive des liens avec le Qatar depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que lorsque j'entends « oui, Pérez, le Qatar », là-bas, ils sont amis. Ils sont même très amis. Je vais vous donner plusieurs anecdotes à ce sujet-là. Déjà, ils étaient actionnaires dans le même groupe. C'est-à-dire que ACS avait des parts, était même l'actionnaire majoritaire d'Oshneft, je vais mal le prononcer, qui est une autre entreprise de BTP allemande cette fois-ci. Sauf que l'un des fonds du Qatar, donc c'est QA, Qatar Investment Authority, avait récupéré des actions et était aussi l'un des actionnaires de cette compagnie allemande. Donc ensuite, il y a eu pas une petite bisbille, une petite incompréhension que El Confidencial avait dit non, mais il y a un front entre le Qatar et Pérez et tout. Alors, c'est des négociations après, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais pour faire très simple, aujourd'hui, cette société allemande qui avait obtenu le contrat gigantesque d'un énorme centre commercial au Qatar, et je crois aussi d'un tunnel, enfin bref. Donc cette compagnie allemande, elle était détenue par ACS, présidée donc par Florentino Pérez. Vous avez compris un petit peu l'idée. Sachant que ACS, donc qui est tout en haut, a d'autres filiales. Il y en a une, c'est Layton. Eux, je crois qu'ils ont obtenu des contrats au Qatar pour faire des barrages. Vous avez une autre filiale, donc qui appartient toujours au même groupe de Florentino Pérez, qui avait obtenu pour faire 2 tours d'appartements à Doha. Donc vous voyez, on avait du barrage, on avait du tunnel, centres commerciaux, on avait des buildings. Et au milieu de tout ça, vous avez donc le Qatar qui était également actionnaire de cette compagnie allemande. Et ensuite, ils ont vendu leur part quelques années après. Donc, parce qu'à un moment donné, ils vendent des actions, on dit qu'il y a une petite embrouille. Bon, c'est dur à dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est en tout cas, évidemment, ils sont
bien rabiboché. Je crois qu'on est en 2018 et donc le Qatar va vendre les actions qu'il avait à l'entreprise de Florentino Pérez. Or, il y avait déjà eu presque une action similaire avec une autre compagnie espagnole, cette fois-ci électrique, Hydrabola, je dois peut-être mal le prononcer, je ne me souviens pas de tous les noms. Mais pour faire simple, c'était le groupe de Pérez qui était l'actionnaire numéro 1, le Qatar Investi était actionnaire numéro 2, et ensuite ACS. Alors pour le coup, c'était pas un de leurs meilleurs investissements, pas du tout même. Ils sont partis, et donc les Qataris sont devenus, je crois, l'un des actionnaires principaux, si je ne dis pas de bêtises, de cette compagnie électrique espagnole. Donc on se rend compte, avant de dire oui, c'est... Non. On se rend compte que Pérez et le Qatar, depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, ils ont des business en commun, des marchés en commun, et on le voit aussi de manière un peu plus ironique, puisque je crois que ça s'appelle Ferrovia, je dois peut-être mal le prononcer, qui est l'une des rivales de Pérez en Espagne, mais qui aussi s'exporte dans le monde entier au niveau espagnol. On leur avait accordé un gigantesque contrat au Qatar, mais en 2017-2018, boum, on avait fait sauter le contrat. Et vous allez voir que ça, toute cette influence et tout ce qu'on peut en dire derrière, parce que Pérez est quand même un personnage évidemment, qui fait beaucoup parler avec sa part d'ombre, il ne faut pas non plus le nier, notamment en termes de businessman. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau-là et quand tu en associé BlackRock, tu n'es pas forcément un enfant de cœur. Donc on va voir toute cette influence qu'il a pu avoir, et bien on va voir comment elle s'est érodée. Et elle s'est érodée pourquoi? À cause du football. Pendant que le Real Madrid tissait des partenariats, notamment avec Abu Dhabi, donc les Émirats, il y a un parc thématique Real, ils ont un partenariat, je crois, avec Baniyas, il y a une école de football, il y a des liens économiques également avec le fonds souverain, enfin, il y a énormément de liens. Et au fil des années, ils se sont rapprochés de plus en plus de l'Arabie Saoudite. Ils ont un sponsor saoudien, je crois, de banque, si je ne dis pas de bêtises. Tandis que le Real n'a jamais eu de sponsor qatari. À l'inverse de son rival du Barça. Et rappelez-vous, ça avait beaucoup fait parler. Au début, on avait la Qatar Foundation. Puis ensuite, c'est devenu Qatar Airways. Sauf qu'à la base, on me disait, c'est pas possible, l'UNICEF et tout. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour le Qatar, c'était très important de dire, attends, on va ramener le Barça et tout. Donc, ils ne savaient pas quoi mettre au début. Et le Barça ne pouvait pas le transformer en apport commercial immédiatement, vu la philosophie, l'ADN du club. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait dans le contrat, l'anecdote est vraie, hein, c'est qu'en fait, ils ont mis la première année avec Qatar Foundation, ok, mais en fait, l'année d'après, ils avaient mis dans le contrat une option 10 ans que, en gros, ça pouvait être un autre sponsor tant qu'il y a le mot Qatar dessus. En gros, c'est passé comme ça. Donc à l'époque, ça jette un petit froid parce qu'en effet, le Qatar va donner donc quand même pas mal d'argent au Barça, mais ils étaient dans leur stratégie de visibilité au niveau international. De la même manière pour Emirates. Hein. Vous regardez Emirates, bah, ils étaient sur les maillots du Real. Donc on avait un peu cette dualité-là. Mais encore une fois, comme je vous dis, Pérez, comme tout bon businessman, globalement, il a mis avec tout le monde. Et puis les clubs marchent bien ensemble, parce qu'il y a même un transfert, rappelez-vous, de Ressé notamment. Hein. Sauf que là, ça se passe pas très bien parce qu'au PSG, on dit ouais, en gros, on s'est quand même fait un petit peu avoir. Bon, de l'autre côté, à un moment donné, il y a Areola qui part en prêt du PSG au Real. Mais bon, globalement, les rapports sont très cordiaux. Dès que la délégation parisienne arrive à Madrid, elle est très bien reçue. Vice-versa aussi. Pérez va très souvent au Qatar et connaît très bien d'ailleurs l'émir du Qatar. Et il l'a connu même avant qu'il soit prince héritier, je tiens quand même à le dire, puisqu'il lui demandait même des conseils à l'époque. Sachant qu'il y a plein de gens qui ont été conseillers. Alors, Xavi ces dernières années, des fois on a demandé l'avis à Guardiola, et ben on demandait aussi à Pérez. L'Espagne, à travers le football, a gagné une influence diplomatique absolument colossale dans les pays du Golfe, Barça et Real. Et autant les relations avec le Barça vont s'envenimer suite à cette fameuse rencontre et cette élimination en Ligue des Champions et ensuite l'arrivée de Neymar, sachant qu'à l'époque le PSG, vous savez dans tout ce qui était armée numérique et tout, ils avaient aussi quelque chose en Espagne pour critiquer notamment Tebas et aussi la direction du Barça. Avec le Real, c'était pas ça. Bon, il y a eu quelques éliminations, mais comme je vous dis, toujours très bons accueils des deux côtés. Et puis, il y a cette élimination, je crois que c'était sous Covid, vous savez, Benzema qui arrive, alors que le PSG avait le match en main. Ça va laisser énormément de traces. Et il y a eu évidemment cette altercation qui avait été médiatisée de Nasser El Khelaifi, le président parisien, après le match, qui donc rentre complètement en furie. On expliquait qu'il aurait donc explosé le drapeau d'un arbitre assistant en menaçant certaines personnes, dont un employé du Real. Ça avait fait énormément de bruit. L'UEFA d'ailleurs avait sanctionné simplement Leonardo, soit après une enquête, et non le président parisien. Mais donc il y avait ça a créé un véritable précédent entre les deux clubs, puis surtout qu'il y avait les vidéos, qui n'ont jamais d'ailleurs été publiées. Et puis ensuite, il y a la question Mbappé. Et en fait, c'est là où c'est quand même assez fou, c'est qu'en fait, c'est ça qui va créer la tension entre les deux clubs qui n'existe absolument pas, comme vous pouvez le voir. Parce que, rappelez-vous, il y a un été, donc le Real fait une offre, le PSG ne répond même pas, ok, pas de souci. Et puis ensuite, tout le monde se dit, ok, le Real, finalement, il va rester au PSG. On a déjà expliqué un peu comment ça s'était passé. Donc, énorme déception à Madrid. Et puis, 2 ans plus tard, donc il va signer, alors que, on le rappelle, le PSG, après, a fait sa communication, on est très content qu'il soit parti, etc. D'ailleurs, les faits, on leur en est raison, visiblement sportivement. Mais ils ont tout fait pour essayer de le garder. Ils l'ont tout proposé. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Et le joueur a choisi finalement d'aller à Madrid. Et ça a marqué une véritable tension à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, maintenant, les fameuses armées numériques et tout, en fait, entre les deux clubs, c'est ça qui est fou. Parce que au Real, on se moquait un peu du fonctionnement du PSG. Ah ouais, c'est la République des joueurs, c'est ci, c'est là. Et là, maintenant, le PSG se moque du Real en disant regardez, nous, on a gagné avec des champions, maintenant, c'est la République des joueurs, c'est vous, etc. En fait, comme si un joueur avait cristallisé et avait marqué en fait une rivalité entre les deux équipes. Et en fait, et tout ce qu'il y a autour avec tous les égos. Parce qu'en fait, pour le Qatar, il fallait à tout prix garder Mbappé et tout. Et en fait, plus les années passaient, plus il y a eu des tensions
liées à ce potentiel transfert. Alors qu'on se rappelle, hein, dans les années 2010, le PSG avait essayé de signer Cristiano Ronaldo. Ils étaient tout près de le signer à Mané, mais tout près, il était à l'hôtel, etc. avec Mendes. Le Real m'en était un peu courroucé, pas tellement, on va dire qu'il y avait du business et tout. Ça restait des négociations entre hommes d'affaires quelque part. Là, c'est différent, c'est devenu presque personnel. Comme je vous dis, maintenant il y a les attaques liées aux armées numériques et tout. Et donc maintenant, il y a une rivalité qui sort presque de nulle part, mais ça sort même clairement de nulle part, à travers un joueur. Et là, c'est l'ironie. Aujourd'hui, on sait que l'Espagne, bon, politiquement, est quand même beaucoup plus proche au niveau saoudien, notamment en termes de business, etc. Et notamment aussi pour ACS, qui a évolué à ce niveau, et aussi vis-à-vis des Émirats. Mais là, avant, quand je vous dis le groupe et les filiales qui récupèrent certains marchés prioritaires, c'est plus vraiment le cas depuis quelques temps. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a une passation de pouvoir. Alors, est-ce que c'est un lien ou pas? Est-ce que c'est une simple coïncidence? Mais en fait, à mesure que les relations sont dégradées footballistiquement, en termes de business, elles ont suivi le même effet. Donc aujourd'hui, clairement, on a deux clubs qui ne s'apprécient pas tellement, qui critiquent les méthodes des uns et des autres, à travers, comme je vous dis, cette élimination, ce qui s'était passé après-match avec le président du Paris Saint-Germain, et surtout toutes ces années de négociations avec Mbappé, ce jeu un petit peu de poker menteur qu'on voit aujourd'hui à travers les réseaux, à travers certaines communications, à travers aussi certaines moqueries. Donc c'est assez marrant de voir à quel point le foot peut tout impacter. C'est pas forcément une surprise, parce qu'on sait que le football, c'est le carrefour de plein de choses, des fois de la criminalité, mais surtout de la politique, de la diplomatie, et également d'autres entreprises, parfois également pour le sponsoring, pour l'image, les compagnies aériennes et tant d'autres choses. C'est pour ça que je vais terminer cette vidéo, parce que comme vous l'avez vu, aujourd'hui sortait donc l'Industrie du Foot 3. Je ne l'ai pas encore malheureusement en main, je vous l'ai présenté hier, mais je tiens encore à le dire qu'il est en vente donc de partout, librairie, Amazon, Fnac, ebook, et qu'on propose toujours le coffret avec XUV, donc notamment avec les deux premières industries, 1 et 2. Également celui des JO, pour rester un peu dans la géopolitique, c'est aussi du foot, bien du sport, les guerres au Yémen, et puis mon petit chouchou de Beautiful Game que vous pouvez toujours lire, Foot, guerre et politique, parce qu'en effet, le foot c'est un univers très très vaste, avec des histoires parfois merveilleuses, d'autres plus tragiques, mais il ne faudra jamais oublier que mercredi soir, on sera avant tout content de regarder, on l'espère, un très bon match. Donc à bas les rivalités, et vive le foot, le vrai, keep the faith.